Salut à tous, Astana épisode 24. On continue l'aventure. J'ai toujours en tête de m'arrêter après le prochain Tour de France aussi. C'est probablement l'un des derniers épisodes là pour PCM 2019 avec Astana. On démarre avec un énorme test. En tout cas, c'est comme ça que moi je me le suis imposé. Gros test pour Lutsenko sur le Tour de Suisse. C'est super ambitieux. On sort d'un critérium du Dauphiné, remporté d'un cheveu par Jakob Fuglsang sur Egan Bernal. Donc c'était déjà une perf, mais là c'est beaucoup plus délicat parce que je prépare le Tour de France en fait. Je prépare le Tour de France sur lequel j'aurai évidemment Fuglsang, Lutsenko qui sont à protéger, Bilbao qui est là pour évidemment épauler en montagne. Après j'ai une cohorte de rouleurs. Bon, Fraile pourrait être aussi considéré comme puncher, mais voilà, j'ai des gens qui vont être capables de muscler les choses. Et évidemment, sur le Tour de Suisse, on va pas du tout la même équipe, ça va de soi. Mais pour Lutsenko, par contre, déjà, petit test, histoire de voir quand même ce qui est possible de faire sans pic de forme. Parce que l'immense différence entre le Tour de Suisse et le Tour de France, c'est que je n'aurai aucun pic de forme sur le Tour de Suisse. C'est normal, puisque Lutsenko est quand même privilégié sur le Tour de France. Ça démarre par un prologue comme le Tour de France, qui suivra, c'est un profil 2012 après. Ça démarre par un prologue. Évidemment, j'ai emmené Enric Mas parce que il y a de la montagne sur ce Tour de Suisse et c'est en profil 2014 et il t'exclut de ne pas avoir une deuxième carte quand même à jouer au cas où Lutsenko s'avérerait dans la capacité de rivaliser, notamment par le biais d'une mauvaise forme du jour, ça peut arriver, sur une mauvaise étape et après comme ça il y a tout qui s'envole. Donc à voir, mais en tout cas Mas aime bien ce genre de chrono. Souvent, je fais des bonnes perfs avec Mas sur ce type de chrono. C'est le cas sur cette première étape de Tour de Suisse. Donc, c'est plutôt sympa. Ça nous positionne assez correctement. Après, il y a Kelderman d'un autre monde qui a fait un chrono, mais juste sensationnel. Donc, pourquoi pas. Mais Geraint Thomas également et tout. Il y a du monde, mais ça va, on est placé, c'est tout ce qui compte. C'est à Lutsenko maintenant de jouer, et là c'est très important parce que il faut se positionner. On connaît la stratégie des fois, prendre le maillot de leader pour enchaîner ensuite des petits bonus sympas. Alors ça sera jamais des plus 5 sur ce Tour de Suisse, mais si on se tapait une petite série de plus 2, voire un petit plus 3 au bon moment, ce serait déjà le bout du monde, mais ça pourrait permettre de gagner. En fait, voilà, c'est tout. Et à contrario, si on prend pas si on prend pas le maillot, et ben on aura plutôt des 0, des 1, des moins 1, et là, c'est un peu plus galère. Donc beaucoup de choses en fait se jouent dès le tout départ de ce Tour de Suisse pour se positionner et donc pour, comme je dis, d'avoir des bonnes formes. On fait pas un chrono dégueulasse, mais on reste quand même à 33 secondes de Kelderman qui a tout éclaté. Quand on voit Kelderman qui a éclaté Thomas, et il a même battu son coéquipier, puisque ils sont tous les deux chez Sunweb dans la partie, Kelderman et Dumoulin. Donc, ouais, vraiment, il y a client du côté de la Sunweb. On a qu'à bien se tenir. La deuxième étape, elle est sympa. Je vous l'avais déjà proposé ce Tour de Suisse là, 2014. Je l'avais déjà joué une fois. Je me souviens plus avec quelle équipe. Je suis désolé. C'était peut-être avec Lotto Soudal, mais j'en suis pas convaincu. Toujours est-il que cette deuxième étape elle est vachement sympa parce que y a une sélection qui se fait évidemment, mais vous voyez par exemple, elle est typiquement pour quelqu'un comme Lutsenko cette étape-là. C'est-à-dire que le puncher capable de grimper, qui va ensuite régler un petit groupe, mais essentiellement composé de rouleurs grimpeurs ou grimpeurs purs, qui ont bien performé sur le contre-la-montre le jour d'avant, et ben typiquement Lutsenko il peut les régler. Donc il n'y a pas beaucoup de profils comparables. Peut-être Roglic n'est pas évalué très rapide dans le jeu. Roglic est capable de régler des petits groupes, mais voilà, moi je joue ma carte Lutsenko donc sur cette étape, avec quand même toujours la protection de masse pour préserver les chances de masse quoi qu'il arrive, parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a que vers l'étape 7, 8 que je serais peut-être obligé de me dévoiler, faire un choix entre les deux, mais d'ici là, il faut garder au moins déjà avoir deux options. C'est déjà toujours mieux. On est dans le final. Voilà, je vais faire un petit peu rouler, notamment Niklas Ek qui est présent et qui jouera le championnat de Danemark en fin d'épisode là. J'essaierai de faire de Niklas Ek le champion du Danemark. Allez, on va tenter
un départ avec Henrik Mas, il y a Romain Bardet qui a pris la roue, Primoz Roglic est bel et bien présent, et ouais, il faut se relever, hein. Il faut se relever, on voit bien que ça fonctionnera pas, hein, en tout cas pas à cet endroit-là. Donc il faut, alors que certains rentrent de l'arrière parce que ça s'observe devant, faut peut-être tenter un petit coup en filou, hein, pour Lutsenko. Ça peut être en tout cas le truc, le petit projet à ce stade-là, surtout que Lutsenko est un bon descendeur, donc il y a peut-être moyen de s'échapper à la descente. Regardez qui fait le boulot derrière. Et c'est marrant, c'est le maillot jaune qui fait le boulot derrière, c'est Kelderman. En tout cas, c'est le leader de la course qui fait le travail pour son équipier du moulin. Et ouais, ça crée quand même une petite cassure parce qu'il y a eu réaction. Et puis après, vous voyez, hop, elle s'arrête. Lutsenko, c'est quand même un drôle de coureur, hein, dans la partie. Il est devenu un sacré puncher parce qu'il est quand même capable d'aller en replanter une. Et moi, je me dis, ouais, effectivement, tant qu'à jouer, autant essayer de faire les choses avec un peu de panache. C'est ce que j'aime aussi, notamment avec cette partie Astana. C'est qu'il y a moyen de tenter des coups comme ça. Et donc, je tente. Tant pis, c'est pas grave. Si on se fait poser au sprint, eh ben on se fera poser, mais en l'occurrence ça a l'air d'être plutôt bien parti, on aperçoit la ligne d'arrivée, ça va être difficile, il n'y a plus de barre, il n'y a plus grand chose. Tige Benoît qu'on aperçoit ici chez Education First et Alejandro Valverde reviendront un tout petit peu trop tard, c'est donc la victoire d'étape pour Lutsenko. Écoutez, déjà on ne sera pas venu pour rien, on en a pris une, et c'est déjà une satisfaction. Après, est-ce que ça nous rapproche vraiment en général? La bonif n'est pas sensationnelle, il y avait 33 secondes avant l'étape, donc on n'est pas non plus, on n'a pas non plus changé la face de ce Tour de Suisse, quoi. L'étape 3 peut s'adresser également dans son final à des punchers. On peut penser à quelqu'un qui est présent sur cette course, c'est Kwiatkowski. On peut penser à Lutsenko, voilà. On peut penser à ce type de profil pour aller, même s'il y avait Diego Luisi par exemple, pourrait aussi jouer sa carte, hein, je rappelle, hein, grosse différence, on est sur DB de départ du jeu. En l'occurrence, c'est PCM France, que j'avais pris la fin du mois de juillet quand j'ai commencé cette partie-là. Mais attention, hein, c'est les notes du départ de PCM 2019, mises par les gens qui ont, comment dirais-je, créé ce jeu, quoi, tout simplement. Hein. Donc, c'est à relativiser, parce que si vous comparez les notes de certains avec ce que vous avez probablement tous, vous qui jouez à PCM avec la World DB20 ou d'autres DB, mais des DB plus actuels, qui ont un petit peu mieux le reflet de certaines réalités des mois derniers ou de la saison même 2019 dans son ensemble, ben c'est pas les mêmes notes et parfois ça vous change des coureurs, hein, ça vous change tout. Hein. Et donc c'est vrai que je préfère toujours le signaler parce que par exemple Lutsenko à la limite, au bout d'un an et demi de jeu sur la World DB, je peux avoir quasiment le même Lutsenko que ce que j'ai là. Henrik Mas, allez, on va dire c'est sensiblement la même chose, un peu, pas vraiment en fait, mais voilà. Fuglsang, c'est pas le même, par exemple. Romain Bardet, c'est pas le même du tout. Là, on a un Romain Bardet à 83 en montagne. Regardez comment il était saccagé sur World DB, il a 77 en montagne, 77 en vallon. Hein. Donc après, c'est des choix. Moi, je dis pas qu'ils sont tous mauvais, hein, au contraire, hein, il y a à boire et à manger, hein. Mais bon, pas évident. Du coup, en tout cas, il faut toujours l'avoir en tête. Là, c'est Michał Kwiatkowski. Alors justement, ça c'est le vrai. Ça c'est le vrai Kwiatkowski. C'est pas mon Kwiatkowski à moi que j'ai pris avec Sunweb. Regardez, il y a Tim Wellens aussi. Voilà, c'est un final pour puncher, c'est ça. On a Kwiatkowski, Lutsenko, Wellens. Je pense que là, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux sur ce Tour de Suisse par rapport au puncher. Derrière, on voit Roglic, le plus puncher de tous ces grimpeurs-là, finalement, qui vient prendre une 4ème place. Donc, ouais, victoire qui nous a échappé. C'est dommage pour la bonif, hein, parce que ça nous aurait bien aidé, mais bon, comme ça. Et ouais, donc voilà, toujours avoir en tête avec quel DB on a démarré cette partie. Après, moi, je fais le choix de. C'est sûr, c'est assez étalé dans le temps, hein, puisque je démarre une partie fin juillet. Je vais la finir probablement. On est fin mars là quand je parle. Je vais la finir sûrement à la mi-avril. Et donc, il y aura énormément de temps qui sera passé entre temps. Mais ouais, mais c'est un choix. C'est un choix. Je préfère mener plusieurs choses de front et donc étaler un petit peu comme ça cette carrière. C'est comme ça. Et de ce fait, oui, moi j'aime pas non plus tout casser, tout changer, recommencer tout le temps de nouvelles choses, etc.
J'aime bien qu'il y ait une certaine longévité dans ce que je propose, à part le pro cycliste, hein, je le dis avant qu'on me le dise, mais ça c'est parce que ça m'a saoulé et que j'avais plus envie. Et si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait mal. Alors je dis pas forcément que le reste je le fais bien, mais ce qui est certain, c'est que l'envie de le faire déjà est prépondérante par rapport à ce qu'on est capable de restituer. Ici, Lutsenko tente sa chance. Sur cette toute fin d'étape, il va se faire cueillir par les sprinters. On voit Ballerini dans la roue de... C'est Gaviria, non, hein, c'est ça. Ouais, c'est Gaviria qui va s'imposer ou pas? Qui va s'imposer l'histoire là? C'est Gaviria qui s'impose. Ballerini fait une piètre. Je sais même pas s'il fait un top 10 sur le coup. Si, peut-être à l'extrême limite du top 10. Lutsenko s'est accroché, mais en fait, voilà, hein, on lui avait pas laissé assez de chance, etc. Très bien, très bien. C'est parfait, c'est comme ça. Donc, non, on n'est toujours pas en situation de reprendre le maillot. Mais bon, allez, on va y arriver bientôt. Hein. Faut peut-être pas lâcher, faut continuer. C'est encore une étape pour sprinter, hein, celle-là. Hein. Donc, pas lâcher l'histoire. Faut être persévérant. J'ai pas une équipe très violente, hein, on le remarquera, puisque, par exemple, là, de ces 7 coureurs que j'aligne, il n'y a que Lutsenko et Cataldo qui feront partie du lot, je vous l'ai dit en intro, pour le Tour de France, puisque je vous ai affiché mon équipe pour le Tour, qui suit juste après, donc c'est-à-dire que tout le reste, Mas par exemple, c'est une petite pige qui vient faire comme ça sur Tour de Suisse. Mas normalement il est focus, là à ce stade-là, il est déjà focus sur la Vuelta. Pour ce qui est de Guidish, pour ce qui est de Ballerini, il avait subi une blessure assez dramatique qui avait foutu un peu sa saison classique en l'air, donc Ballerini, normal, on lui trouve un petit peu d'autres occupations, mais Ballerini, j'emmène pas sur le tour, j'ai pas besoin de lui. J'ai déjà Krag Andersen, Kort Nielsen, pour ce qui est des rouleurs, Mats Pedersen. J'ai même pas besoin d'emmener Ballerini. J'ai tout ce qu'il faut pour m'emmener Kort Nielsen. Donc, aucune utilité. Pareil pour Guidish. J'ai Bilbao, Fraile. Pas besoin d'emmener. Du coup, voilà, il y a ici un peu des seconds couteaux par rapport à la hiérarchie de l'équipe, en tout cas la hiérarchie que j'ai installée avec le temps. On aborde l'étape 6, dont on voit qu'il y a peut-être un truc à faire sur la toute fin, mais à condition de durcir la course. Va-t-on en avoir les moyens? C'est toujours la question. Ouais, on voit aussi Zeitz, hein, voilà. Donc, je suis pas venu avec une équipe super forte. Mais après, voilà, je l'assume, mon équipe, elle est pas non plus dégueulasse. Hein. Il y a Egg qui, vous verrez, sur terrain montagneux est assez précieux. Et puis voilà, c'est comme ça. L'année précédente, pourtant avec une belle équipe, Astana est quand même une équipe qui a plutôt de bons coureurs. Hein. L'année dernière, j'avais même pas été en mesure de pouvoir réellement jouer le Dauphiné Tour de Suisse. C'est pour ça que je les avais simulés, parce que j'étais pas en capacité, si je voulais préserver certains objectifs, j'étais pas en capacité de jouer ces deux épreuves-là. Déjà cette année, on s'est renforcé un petit peu, et ça permet d'avoir pu être compétitif sur Dauphiné, et j'espère d'être compétitif alors qu'on voit que l'échappée se reprendre sur le Tour de Suisse. Donc, écoutez, voilà, hein, on franchit les paliers tout doucement, hein, c'est comme ça. Et le final ici, c'est pas dit qu'on reprenne l'échappée, hein. C'est pas dit du tout parce qu'ils ont une belle avance et que finalement j'ai pas pu faire vraiment exploser comme je voulais. De toute façon, je trouve que les très forts leaders, que ce soit Roglic, Thomas, Dumoulin, les très forts leaders ne sont pas du tout enclins à nous laisser dicter un peu notre loi. Hein. Encore une fois, c'est vraiment une histoire de force d'équipe. Du coup, il va y avoir une petite 5e place pour Davide Ballerini, alors qu'on voit que c'est Paterski qui a pris cette étape. Il est sorti victorieux de l'échappée. Et donc, voilà, victoire d'échappée. On n'a pas su vraiment tirer notre épingle du jeu. Il n'y avait pas vraiment lieu de le faire. Je crois que beaucoup de choses vont se jouer là. Beaucoup de choses, elles se jouent sur cette étape 7. C'est un contre-la-montre vallonné, hein, je crois qu'on peut le dire. Il est vallonné avec quand même une jolie bosse que va bientôt aborder Henrik Mas. Voilà, Henrik Mas dans la bosse. Ouais, j'ai essayé de muscler un petit peu la barre d'effort, hein, sur la bosse et voir un petit peu ce que ça donne, je sais pas trop.
C'est toujours un peu en garder pour pas terminer trop faible. Mais en même temps, les formes du jour, elles sont ce qu'elles sont, quoi. On retrouve avec un 0 pour Mass. Bon, bah, c'est pas avec le 0 qu'on va aller chercher ce contre-la-montre, hein, probablement. Hein. Et de la même manière pour Lutsenko. Hein. À plus 3, peut-être l'un ou l'autre peut le gagner. Après, à 0, non, faut pas rigoler non plus. Donc, on va s'en sortir comme on peut. Hein. On va faire ce qu'on peut. Et Lutsenko, voilà, d'y aller de sa dernière partie là, 2 contre la montre. C'est un beau Tour de Suisse, hein. Moi je l'aime bien en 2014. Hein. Il est vraiment difficile. Il est aussi particulièrement difficile si on ne dispose pas d'un grimpeur rouleur, ce que j'ai pas emmené. Hein. Je pense par exemple Miguel Angel Lopez aurait pu s'éclater avec une belle équipe autour, mais ça voulait dire qu'aussi je privilégie le Tour de Suisse. Moi j'ai vraiment l'idée du Tour de France. Hein. C'est un peu une obsession dans cette saison. Il y a eu Giro, première obsession c'était le Giro, et deuxième obsession c'était le Tour de France. Et là on a pris cher. Hein. On a pris cher. Toutes les illusions ont été laissées au vestiaire, dans le bus. On a laissé nos illusions dans le bus. Du côté de cette étape 7 du Tour de Suisse, on a bien compris qu'on va ramasser, hein, très clairement. Donc ouais, il faut l'assumer. C'est une arrivée à Verbier là, hein, dans cette étape 8, arrivé au sommet, la côte, la montée en direction de Verbier, c'est la station de ski, hein, Verbier. Je suis déjà allé souvent en plus, c'est rigolo. Verbier, une station de ski, si vous êtes un amoureux de ski, j'en profite. Mais il faut y être allé au moins une fois dans sa vie, tellement c'est extraordinaire. Extraordinaire, voilà. C'est dans le Valais, en Suisse. Moi j'adore, j'y retourne dès que je peux. Et je suis déjà allé pas mal de fois, je trouve ça vraiment top, quoi. Et donc, cette montée vers Verbier, donc il se trouve que je l'ai déjà vue de mes propres yeux, elle n'est pas inaccessible à un puncher. Très clairement, elle n'est pas inaccessible. Le puncher peut rivaliser là-dessus. Après, il faut pas non plus... voilà, hein. Vous voyez, le final, c'est toujours caractéristique là, de PCM. Vous avez comme ça un Pinot, on a vu aussi Roberto Urán, il y a comme ça quelques coureurs qui vont s'exciter à un moment donné dans la montée. Après, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas trop de blocage, et Quintana Bardet devant également, s'il n'y a pas trop de coureurs qui bloquent, on peut se permettre d'y aller en effort curseur. Mais attention, hein, il va falloir sacrifier quelqu'un. Hein. Et là, vous voyez, je suis obligé de dire, ok, hein, d'accord, on a compris. Qui est-ce qui va se sacrifier? C'est Lutsenko, parce qu'il me semble que à égalité de temps, plus ou moins, Lutsenko masse avec une étape 8 et une étape 9 comme elles sont là à courir. Il vaut mieux jouer pour Mas, c'est une évidence. Donc voilà, j'ai choisi de rouler pour Henrik Mas. On voit Roglic, Quintana là, qui sont dans une forme étincelante. Dumoulin qui s'accroche dans la roue de Mas, je suis obligé de faire l'effort, c'est un petit peu dommage. Est-ce que Niklas Egg va réussir à tenir? Mais non, on voit bien que l'échappée va évidemment se faire reprendre, surtout que moi du coup je fais redescendre Egg pour aider Mas. On essaie de bloquer Roglic, vous avez vu, j'ai fait un petit coup de vis. J'ai mis Egg sur le passage de Roglic pour le bloquer. Donc pour Lutsenko, c'est rideau. Hein. Allez, on se projette déjà sur Liège, là où il y aura le prologue du Tour de France qui suivra. Et puis pour Mas, maintenant, c'est fais ce que tu peux, mon grand. Et puis surprends-nous. Hein, surprends-nous. Après, surprends-nous. Vous avez vu Kelderman est encore là pour protéger Dumoulin. Roglic et Bardet, ils sont en pleine forme. Thomas et Quintana également. C'est bien compliqué. Hein. C'est vraiment, vraiment compliqué, surtout qu'il arrive encore à trouver la force de sprinter. Alors, c'est Joe Dombrowski qui a ramassé l'étape, finalement. L'échappée, quand même, elle est... En tout cas, c'est un échappé qui a ramassé. Mais quand vous voyez la forme de Dumoulin, encore là, pour aller sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée, qui est relativement en faux plat descendant, hein, par rapport au point le plus haut. Donc, bon, allez, il n'y a rien à dire. Lutsenko, il termine loin derrière, comme ça on pourra l'échapper le lendemain. Et puis, pour Mas, le général est envisageable. Je parle d'être placé, bien sûr. D'être placé au général est envisageable. Après, de gagner, on a bien compris que c'était bien plus d'actualité depuis très longtemps. Donc, oui, chose promise, chose due.
je vais m'échapper avec Lutsenko. Je dis de deux choses l'une, de toute façon. Soit on prend du champ et peut-être on peut essayer d'aller gagner une étape de prestige, et sinon, c'est très simple, il servira de point d'appui à Enric Mas. On sait qu'Enric Mas, il fait une belle saison, hein. Il fait une très belle saison, Enric Mas, au final, parce qu'il a gagné sur Paris-Nice, il a gagné également en Romandie, au terme d'un retournement de situation qui était plutôt pas vilain, c'était juste avant le Giro donc, et au Giro, ouais, il y a ce scénario absolument catastrophique où Lopez et Mas chutent, et du coup après je suis obligé de sacrifier Mas, parce que le leader naturel c'est quand même Lopez. Et donc Mas fait une très très grosse saison pour moi. Il n'y a pas à lui reprocher quoi que ce soit, et même là il ferait 7ème ou je sais pas quoi, juste un top 10, et ben il y aurait là non plus pas grand chose à redire. La déception elle est plus qu'on a été un peu malheureux sur les formes du jour, et puis que le profil était aussi particulièrement défavorable, quoi. Mais c'est bien aussi de se retrouver sur des profils très défavorables à nos coureurs. C'est sûr que si j'avais pris le Tour de Suisse 2019, autant je gagnais avec Lutsenko, hein. Faut pas se mentir, hein. Mais oui, mais non. Voilà. Donc ça n'a pas été le choix. Préféré être un petit peu plus ambitieux, et quitte à me faire démonter, c'est pas grave. Donc on y va, on a de l'avance, mais pas tant que ça, puisque derrière ça roule quand même. On a ici une cocasserie, c'est Thomas qui avait pris les bidons et qui s'est retrouvé du coup à devoir boucher un trou, n'importe quoi, mal joué, un peu mal joué de la part de l'IA. Et bon, des fois ça nous arrive aux joueurs humains aussi, hein. Et là dans la montée finale, je tente avec Lutsenko de voir si on pourrait pas essayer de s'isoler à 2 ou 3, collaborer, et après prendre un peu tout ce petit monde par surprise, on sait jamais, ou jouer sur les qualités physiques aussi naturelles de Lutsenko pour l'emporter. Bref, je vois bien ce qui peut se passer, et ce qui peut aussi ne pas se passer. Ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. Ça va être compliqué. Attaque de Romain Bardet, ça devrait mettre le feu aux poudres par rapport aux favoris. Romain Bardet qui dépose Lutsenko, qui en a compris. Lutsenko, j'ai rabattu dans la roue du peloton maillot jaune. Évidemment, Kelderman se met à la planche pour Dumoulin. Bardet a été repris. Lutsenko est en protection d'Enric Mas. Primoz Roglic est toujours en embuscade. On voit Thibaut Pinot, Jack Haig qui sont également présents comme ça à l'avant. Rigoberto Urán qui commence à lâcher. Geraint Thomas qui a payé aussi ses efforts superflus. Donc, il doit y avoir un écrémage assez clair, hein. Quintana a l'air pas mal. Quintana est bon, Roglic est bon, Bardet, Dumoulin, voilà, hein, ça va se jouer un petit peu sur ce quatuor ou ce quintet de favoris. Espérons que Mas aura encore un petit peu d'énergie pour rester dans ce groupe-là. Donc là, vous apercevez Lutsenko qui a fini son boulot, Geraint Thomas qui lâche, et Quintana, Dumoulin, Bardet, Roglic, Pinot. Voilà, je crois il y a Jack Haig à côté, mais peut-être un petit peu moins fort, hein, que ces 5-là. Bon, il n'y aura pas eu grand-chose, hein. Il n'y aura pas eu grand-chose pour nous. À l'arrivée, c'est Primoz Roglic, un petit peu comme un avertissement avant le Tour de France qui suit. Primoz Roglic qui s'impose au sommet de l'étape 9 du Tour de Suisse devant Romain Bardet, Nairo Quintana, Tom Dumoulin, et ça sent pas le top 5 pour Enric Mas. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. On va terminer très exactement, donc 7ème de cette étape-là, et 6ème du général, à égalité de temps avec Geraint Thomas. Donc ça s'est pas non plus joué à des masses, mais il y avait 4 coureurs qui étaient clairement au-dessus, surtout 2 d'ailleurs, Dumoulin, Roglic. Donc gros client, ça promet. On n'est pas du tout dominateur sur le Tour de Suisse, moins s'en faut. Après, encore une fois, ça se joue sur des détails, hein. Ça se joue un peu sur quelques formes du jour, et on peut pas toujours avoir les formes du jour favorables. On passe sans transition aux championnats nationaux. Je me suis intéressé à 3 parmi ces 4-là. Le premier que je vous propose, c'est le championnat du Danemark, où j'ai une belle équipe, et évidemment, puisque j'ai une cohorte de Danois. Cherchez, vous le savez très bien, dans mon recrutement, j'avais expliqué au moment du mois d'août, dans les épisodes de cette époque-là, après le Tour de France, j'avais cherché évidemment à créer des sous-groupes en fait par nationalité, hein, dans mon équipe, afin
bah, je pense aussi, quand je fais ça, je pense aussi aux championnats nationaux. Je pense aussi d'ailleurs aux mondiaux, hein, parfois, où c'est toujours bien d'avoir quand même allez, on va dire un noyau de mecs. Et il va se passer sur ce championnat du Danemark, bah, une bouffonnerie, quoi. Une bouffonnerie dont on a l'habitude. En fait, là, vous avez 18 à 20 minutes d'avance pour un groupe qui roule du coup avec le peloton parce qu'ils leur ont pris un tour. Et moi, après, je me suis lancé. Là, on voit Egg qui a rejoint, hein. Au départ, c'était Michael Bjergin qui était dans l'échappée. Moi, voyant que ça roulait pas derrière, voyant l'apathie, voyant la course complètement tronquée, en fait, hein, bah, je me suis dit, ok, tu vas tenter de reprendre tout le monde avec Egg. C'est ce que j'ai fait. Donc, genre, je vous laisse imaginer le truc, hein, hyper réaliste. Genre, un mec tout seul bouche 18 minutes sur 6 ou 7 mecs à l'avant. Hein, 3 petits points. Donc on a rangé le réalisme de côté, on l'a jeté à des kilomètres en fait, et on fait surtout pas attention à ça. Et puis on va s'imposer en étant finalement derrière tout un peloton. Bon, ça c'est le jeu des tours, mais quelle mascarade, quel moment désagréable. Hein, je l'ai proposé, j'ai fait quand même le montage, je vous en parle quand même parce que j'ai notamment une prière pour le prochain PCM, c'est pitié, plus jamais ça. Trouvez-nous un truc qui fait que les championnats nationaux se passent différemment et ne soient pas une telle mascarade. Et Danemark, c'est souvent le cas, faut quand même pas se mentir. Après, il y a une vraie course. Et cette vraie course, alors qu'on a vu que la Colombie, j'ai simulé, hein, j'ai comme Miguel Angel Lopez, il est pas en forme, etc. Il aurait même pas dû y aller, mais je suis obligé de l'inscrire. Vous voyez, je devrais pouvoir ne pas l'inscrire. C'est pas normal que je sois obligé de l'aligner. Bref. Ok. Une vraie course sur ce championnat d'Espagne, en revanche. Championnat d'Espagne qui est a priori ultra dominé par deux équipes, dont une beaucoup plus forte que l'autre, qui est la Movistar. Movistar d'Alejandro Valverde, bien évidemment. Aussi de Soler, on pourrait énumérer comme ça quelques coureurs que vous apercevrez ça et là. Alors, Mas, Bilbao, Fraile. A priori, je n'ai que 3 hommes, mais 3 très bons coureurs, en fait. Et donc, l'objectif, c'est de faire gagner l'un des 3. Voilà. Et après, je me suis juste dit, moi, bah écoute, en fonction de la forme du jour, tu distribueras les rôles. On voit que donc Mas, ayant la moins bonne forme du jour, c'est lui qui s'est collé pour ce qui est du sacrifice. Et puis là, dans le final, je vais pas attendre. Je vais tenter quelque chose avec Fraile en me disant qu'au pire, je cale Bilbao dans la roue de Valverde. Bilbao n'est pas si lent que ça. Après, c'est pas Valverde au niveau de la vitesse, mais il y a peut-être quelque chose. En plus, Isagire ne va pas spécialement super vite. Donc, pourquoi ne pas envisager d'une part Fraile qui irait au bout, mais sinon Bilbao qui récupère les morceaux juste derrière. Et donc, regardez, ça temporise. C'est très très bon pour Fraile, là, cette temporisation. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est regardé, il n'y a plus personne. Et ouais, donc on a piégé la Movistar. On a bien piégé les Movistar qui normalement devaient emmener, sur toute logique, Alejandro à la victoire, mais c'est pas le cas. Et c'est Fraile qui est donc champion d'Espagne pour la 2e année consécutive. Elle est pas moche celle-là. Elle est pas moche. J'aime bien Omar Fraile. Je suis très content de l'avoir conservé et je suis très content de tout ce qu'il a fait dans cette équipe depuis que je joue avec Astana. C'est la même pour Bilbao. Hein. Honnêtement, pour moi, gagner avec Fraile ou avec Bilbao, c'était kiff-kiff. Hein. Mais il se trouve que Fraile, sur les circonstances de course, a pu tirer son épingle du jeu, tant mieux. On est déjà parti du côté de chez nos voisins transalpins, l'Italie, championnat d'Italie, et ouais, c'est patatras. C'est patatras pour Davide Ballerini. C'est dommage parce que je le voyais beau en fait. On sait que ce circuit, il a beau être vallonné, voire même on se dit, voilà, mais il y a du pourcentage là, ça va se jouer entre punchers, voire même avec quelques grimpeurs. On pense à Nibali, Haru, que sais-je. Ben, oui et non. Oui et non. Moi j'ai déjà joué, j'ai déjà vu Viviani présent à l'arrivée. Hein. Du coup, je m'étais dit à l'avance, voilà, Davide Ballerini, il peut largement faire l'histoire. Et je le protège et je l'emmène et après je bosse pour lui et il règle un peu tout le monde au sprint. En tout cas, ça m'aurait plu. Et donc il y a eu cette chute, etc. Et là, il faut être très vigilant. On est à 2 ascensions de l'arrivée.
Et c'est Vincenzo Nibali, rien que lui, donc Movistar, hein, on sait que Nibali est chez Movistar dans cette partie. Donc Nibali qui met le feu et qui entame les hostilités. Je prends évidemment la roue avec Ciccone, avec en tête essayer de récupérer les fruits du travail de sape de Nibali. On a vu aussi Brambilla s'échapper. Il y a Gianni Moscon qui est présent, un beau Gianni Moscon. Au niveau des notes là, il est magnifique. Matteo Trentin est présent. On a aussi Diego Ulissi, Fabio Felline. Voilà, on a quand même une cohorte. Il y a Damiano Caruso. Il y a du monde. Là, je suis pas mécontent de récupérer Nicolas Conchi. Et quand même re-attaque de Nibali au pied de la dernière difficulté du jour. Donc là, plaisante pas. On plaisante pas avec ça. Si Nibali s'en va, on veut être de la partie. Matteo Trentin a bien résisté. Hein. Et il y a peut-être quelque chose à faire, surtout que Brambil a été du coup enfin repris sur notre offensive, en tout cas notre contre-attaque par rapport à Nibali qui a deux doigts de s'échapper parce qu'on n'en peut plus. Heureusement qu'il reste un peu de barre jaune à Ciccone pour s'accrocher. Ce sera donc peut-être un final à 3 coureurs. Brambilla, Ciccone, Nibali. Nibali est meilleur descendeur. Brambilla peut-être meilleur sprinter. Et Ciccone, il est intermédiaire entre les deux. Et donc il est pas spécialement le meilleur. Mais on a aussi le droit d'être le plus malin. Hein. On sait jamais. Donc attention, ça pourrait revenir de l'arrière. On sait que les écarts sur PCM à ce moment-là peuvent varier énormément. À l'image d'un Trentin, regardez, qu'on voit revenir parce qu'il a sprinté très tôt. Et moi, du coup, j'essaie au kilomètre 2, on va dire. Oh là là, dommage. Ça a failli le faire. Ça a failli le faire pour Ciccone, mais ça le fait. Et ouais, Ciccone, champion d'Italie, qui s'impose d'un souffle devant Gianluca Brambilla avec Nibali 3ème, Trentin 4ème. Voilà, distribution plutôt sympathique. Là, le top 10, il y a quand même de jolis noms. Et ben voilà, hein, on y est, hein, c'est le grand moment. Tour de France. Et sur ce Tour de France, j'ambitionne une chose, c'est la victoire. C'est tout. Lutsenko, Fuglsang, peu m'importe. Ce que je veux simplement, c'est gagner. Le profil 2012, il n'est pas vraiment à notre avantage. Il y a beaucoup de contre-la-montre individuels relativement plats, à l'image de ce prologue du côté de Liège. Et en fait, c'est rigolo, mes 3 meilleurs spécialistes, on va dire, hein, partent en premier. les trois partent en premier, que ce soit Matt Pedersen, qui réalise un temps honnête, mais pas fou du tout. Mais Alexei Lutsenko part en 2ème. Attention, on n'est pas chaud du tout. Il ne faut pas se faire surprendre. Il a une bonne forme du jour. Il y a moyen de faire une perf ce jour-là. Allez, on s'applique. On a essayé de répartir un petit peu l'effort, comme vous le voyez à gauche, là, autour des 84 environ. Et le temps à l'arrivée va pas être mauvais, puisque il va être même plutôt excellent. Vous voyez, force en présence. Hein. Il faudra regarder de près. Chineo, je sais pas, ce sera Bernal, Froome ou Geraint Thomas, mais sinon, Roglic, Dumoulin, on citera moins Richie Porte, etc. Mais attention à Alaphilippe aussi. Voilà. Il y a du bon, voire du très bon. David Gaudu est là, etc. Il y a des clients. Donc, Søren Kragh Andersen, notre 3ème spécialiste du jour, va-t-il performer? J'aurais adoré pouvoir proposer mieux que ça. Et ouais, mais non, ça n'a pas été le cas. On ne gagnera pas ce prologue, c'est déjà certain, parce que Jakob Fuglsang ne va pas aller prendre ce prologue, hein, c'est une évidence. Hein. C'est très serré tout en haut du classement. Rémi Cavagna, qui tient le meilleur temps à ce stade-là, c'est juste incroyable, inouï, tout ce que vous voulez. Et ben voilà, donc on se retrouve avec un Fuglsang qui va faire une prestation honnête, mais pas non plus exceptionnelle du tout. Et classement qui va être, attention, c'était si bouleversé, voilà, lorsque Tom Dumoulin va prendre ce qu'on croit être une victoire d'étape, mais en fait, non, c'est Kwiatkowski qui gagne l'étape. Alors ça s'est joué sûrement au 10ème, ou que sais-je, bon bref, peu importe. Kwiatkowski est donc le premier maillot jaune de ce Tour de France.
On a ensuite une étape 2 qui arrive, qui arrive dans un final pour nous. Hein. Honnêtement, avec Lutsenko full sang, alors ça veut pas dire qu'on est les seuls à pouvoir gagner, loin de là, puisque évidemment Julien Alaphilippe est méga, giga, supra favori sur ce type de profil. Ainsi que Kwiatkowski aussi, qui peut être vraiment, vraiment favorisé. Mais en tout cas, on n'est pas non plus... voilà, j'ai pas honte, quoi. On n'est pas mauvais, et on peut prétendre à quelque chose. J'avais envoyé à tout hasard Peo Bilbao, mais non, ça va pas le faire. Donc on va vite le rappeler. Peo Bilbao, il aura un gros rôle à jouer sur ce Tour de France. Je vais souvent l'envoyer devant, il va servir de relais. Mon deuxième objectif, c'est le maillot vert pour Magnus Cort Nielsen. Donc j'essaye un petit peu de faire les sprints intermédiaires. On sait que sur le Tour de France, il y a beaucoup de points à glaner sur les sprints intermédiaires. Donc c'est vraiment le classement par points, beaucoup plus que le meilleur sprinter. C'est pas du tout le meilleur sprinter. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un classement par points. Et ce qui compte, c'est vraiment, comme dans tous ces types de classements-là, c'est la régularité. Et donc j'essaie de prendre tout ce qu'il est possible de prendre avec Magnus Cort Nielsen, que je verrai bien donc en vert à Paris pour la deuxième année consécutive, ce serait sympa. Et là on va muscler un petit peu les choses. Vous allez voir, je ne vais pas me priver. Bon, on verra pas toute la première semaine dans cet épisode, je vais m'arrêter à l'étape 4, enfin après l'étape 4, mais honnêtement, je ne vais avoir de cesse que de muscler les choses, de muscler la course, durcir considérablement autant que possible sur ce terrain de la première semaine où mes rouleurs notamment peuvent s'exprimer à merveille. On voit ici Lutsenko, j'ai tenté ma foi, c'était tentant en l'occurrence d'essayer de partir, ça se joue pas non plus à énorme, mais c'est Julien Alaphilippe qui va la prendre devant Lutsenko. Et on voit Kwiatkowski par exemple qui fait 4ème, ce qui veut dire, tiens, jolie place pour Nassen à signaler, 3ème place. Et donc Alexei Lutsenko se retrouve 2ème à ce stade-là, derrière Alaphilippe, qui a pris le jaune à cette étape 2. Bon, l'étape 3 est relativement promise aux sprinters. Donc, puisque c'est ça, on va continuer à faire notre petite chasse au point. Donc ça, vous voyez que l'IA, elle les joue, les sprints intermédiaires, elle les joue plutôt pas mal. Elle emmène Caleb Ewan, il y a Fernando Gaviria qui joue plutôt plus les victoires d'étape, lui au sprint. Il y a du monde. Il y a du monde, mais on va pas se démonter. S'il y a moyen de prendre des points, on le fait à chaque fois. Et là, on est dans le final. Et dans le final, moi, je vais évidemment tout jouer pour Magnus Cort Nielsen. J'ai quand même de bons lanceurs. Vraiment, Krag Andersen ici qui va jouer le poisson pilote pour Cort Nielsen qui déboîte sur la toute fin et qui va prendre cette étape. Franchement, c'est très bien parce que objectif d'une victoire d'étape avec Cort Nielsen, bon, j'espère en prendre une deuxième à l'occasion, mais objectif de victoire en tout cas, il est déjà partiellement atteint. Le classement général n'est pas impacté par cette étape 3, par contre il risque de l'être par l'étape 4 qui arrive à Boulogne-sur-Mer, on est en France alors, et après 3 étapes belges, on se retrouve sur un terrain qui est vallonné sur la fin, et où là encore je vais essayer de vraiment durcir. C'est pour ça que j'ai aligné cette équipe là. Si je voulais une autre stratégie, j'aurais emmené une autre équipe, donc c'est tout simple. En fait, ça remonte même au mercato de août précédent. Si j'ai recruté ces types-là, c'était pas pour les aligner sur les 4 jours de Dunkerque, nonobstant tout le respect que j'ai pour cette course, mais c'était parce que je pensais à une ossature très costaud sur le Tour de France. Bon, je savais pas que c'était 2012 parce que vous n'aviez pas encore voté pour le profil de Tour de France, mais je pensais à un Tour de France, et Tour de France, on a moyen de muscler les choses. Vous voyez ici, ça lâche parce qu'on a fait un effort considérable déjà depuis pas mal de kilomètres. On reprend l'échappée ici, en tout cas à l'exception d'un homme qui reste encore
seul en tête, mais qui ne tardera pas à être repris, parce que quand vous faites rouler Pedersen, Krag Andersen, Kort Nielsen, et qu'après, sur les boss, il vous reste encore Bilbao, Fraile, et vous avez par exemple un Fuglsang calé dans la roue de Lutsenko, ou l'inverse, mais c'est plus dans ce sens-là que je prends les choses, dit qu'il y a moyen de faire exploser du monde. Hein, voilà. Donc, surtout comme ça, sur ce type de terrain, avec fin d'étape vallonnée, voilà. On continue en mode ultra agressif, hein, donc avec cette équipe Astana, vous voyez, il reste encore une jolie difficulté. Bon, les côtes sont courtes, hein, ce sont des côtes, hein, ce ne sont pas des ascensions, hein, mais n'empêche que il y a moyen de faire des choses. On a vachement réduit le groupe maillot jaune à ce stade-là, et on va en plus avoir le luxe d'une arrivée en côte. Alors, arriver en côte rime avec Julien Alaphilippe, même si ça rime pas. On va voir ce qu'on peut faire face à Julien. Attention à Kwiatkowski également. On va voir. Allez, on va essayer d'emmener les choses proprement. Lutsenko va devoir se débrouiller. Mais c'est pas grave. Regardez, on a le moyen ici, voilà, d'accélérer. Jacob Fuglsang dans la roue. On va tenter un petit putsch dans la descente qui précède l'arrivée. Quelques coureurs très rares s'accrochent, mais il y a les meilleurs. Hein. Vous voyez, Dumoulin, Kwiatkowski, Roglic, Alaphilippe. Je crois qu'on tient un drôle de top 6 à ce stade-là. Il y a quelques coureurs qui nous ont repris, mais l'idée, elle est là. Hein. C'est 6 qu'on avait à l'écran, donc les 2 Astana plus les 4 que je vous ai cités. Ça pourrait bel et bien être de sacrés protagonistes sur ce Tour de France. Lutsenko va de nouveau faire deuxième derrière Alaphilippe, avec Kwiatkowski qui fait troisième, donc il prend un petit peu de bonification. Alaphilippe en reprend encore un peu plus, hein, ce qui va lui évidemment lui assurer le maillot jaune. Vous voyez, ça a fait mal. Il y a des gens qui vont payer un écart considérable sur cette arrivée, considérable en rapport avec la longueur de la côte, hein, par exemple. Pour moi, à ce stade, il y a 2 immenses favoris, c'est Dumoulin, Roglic, et à un degré moindre, Fuglsang, mais Dumoulin, Roglic roule tellement mieux quand on sait ce qui reste. Et sinon, il y a des gros outsiders, mais méga outsiders, c'est Alaphilippe, Lutsenko et Kwiatkowski, parce qu'ils sont de très bons rouleurs également, et qu'en montagne ils sont capables. On verra aussi la stratégie d'équipe du côté d'Ineos pour éliminer Kwiatkowski éventuellement. Attention, des gens peuvent revenir de l'arrière, Geraint Thomas, mais il y a aussi Egan Bernal, il y a aussi, je sais pas moi, j'ai été impressionné par Bob Jungels, j'ai encore joué quelques étapes après celle-là. Voilà, il y a des gens qui peuvent vraiment semer la zizanie. On est déjà à 43 minutes d'épisode. J'ai quand même voulu commencer ce tour et voilà, vous offrir quelques minutes de Tour de France, mais l'essentiel on se jouera dans la suite, épisode 25, voire 25 et 26, je sais pas si j'aurai besoin d'en faire un 26e ou pas, on verra. On verra bien, je vous dis à très bientôt, et bon confinement à tous, tous mes vœux vous accompagnent, mes vœux de santé bien évidemment. Bye bye.